Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 croyances sur l'argent qui vous empêchent d'investir en immobilier. Ce constat est tiré de ce que j'entends autour de moi, mais aussi sur ma propre expérience personnelle. En effet, en grandissant, je me suis rendu compte que l'entourage ou la société nous transmet des peurs, des croyances ou même des règles qu'on prend pour acquis sans même vérifier leur véracité ou même leur exactitude. Je ne dis pas forcément que tout est faux, mais il y a certaines croyances qui ne sont pas forcément adaptées à notre profil, ni au contexte ou encore dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il y a de très fortes chances que vous vous reconnaissiez dans chacun de ces points. D'ailleurs, le point numéro 5 fait référence à une règle fondamentale de Robert Kiyosaki, le célèbre auteur du bouquin Père riche, Père pauvre. Et c'est parti. Avant d'aller plus loin, mon nom est Julio et bienvenue sur ma chaîne. Je suis un expatrié vivant au Canada. Je suis un investisseur en immobilier comptant 16 appartements répartis au Québec de Gatineau jusqu'à Montréal. Dans mon parcours, j'ai eu la chance d'être conseillé par des investisseurs accomplis, les meilleurs agents immobiliers, d'excellents banquiers et plein d'autres acteurs qui ont contribué à ma réussite. Ce que je vous propose ici, c'est de vous partager mon aventure en ce qui concerne mes débuts, ma situation actuelle et mes projets à venir. Vous pourrez ainsi bénéficier de ce savoir que j'ai développé pour simplifier l'immobilier, ne plus en avoir peur et éviter les pièges tout en prenant en main votre indépendance financière. Cliquez sur pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de ces vidéos qui vous apporteront du très bon contenu orienté, mindset et immobilier. Première croyance sur l'argent qui nous dessert, c'est celle de la confusion entre être riche et être financièrement éduqué. Longtemps moi-même, j'ai cru que être riche, c'était d'avoir des millions en compte en banque, des voitures de sport, des marques de luxe et tout plein de choses qui brillent. Or, je me suis rendu compte que même des personnes ayant gagné au loto, des artistes, des sportifs ou même des acteurs pouvaient revenir à zéro après un certain temps. Oui, les coups de la vie arrivent, mais quand on entend leurs récits, on se rend compte qu'ils n'avaient pas forcément d'éducation financière. Je définis l'éducation financière, simplement le fait de mettre un système en place, tout domaine confondu, de telle sorte que vous ayez plus d'argent qui rentre comparé à l'argent qui sort. Attention, il y a des personnes riches qui ont cette éducation financière, donc qui fait qu'ils pérennisent leur situation, donc plus en plus riche, mais il y a aussi des personnes qui ne sont pas forcément riches, qui appliquent ces mêmes principes, qui fait qu'ils ont une situation confortable, ou du moins une bonne sécurité. Donc, moi-même, je me suis déjà retrouvé à dire, moi, qu'est-ce que je vais faire avec des millions dans mon compte? Bien un château. Mais j'ai pas besoin d'un château. Là où je suis, ça me correspond très bien. Des voitures de luxe, tout ça. Non, j'ai pas besoin de ça. Oh. Donc non, il n'y a clairement pas besoin. D'ailleurs, définissez que veut dire riche. Je vous rassure, tout le monde ne sera pas millionnaire en dollars ou en euros. Par contre, il y a des personnes, des gens dans notre génération qui arrivent à retraiter jeunes grâce au fait qu'ils ont mis un bon système en place qui limite les sorties d'argent et les dépenses et favorise les entrées. Ceci est possible et faisable, notamment grâce à l'investissement immobilier ou grâce à d'autres business. Deuxième croyance au niveau de l'argent qui nous dessert, c'est de penser qu'on n'a pas besoin de payer pour se former. Oui, je pense que ça peut paraître ironique le fait de payer pour une formation avant même d'être rémunéré pour un travail que l'on n'a pas encore fourni. Et on aurait tendance même à penser qu'on n'a pas besoin de cela, de faire des suppositions ou de se dire qu'on se suffit. Dans bien des cas, les formations sont très utiles pour gagner en temps, en expérience et éviter les erreurs qui auraient déjà été commises par les autres. Bien souvent, une bonne formation peut être très vite rentabilisée. Votre simple logique ne suffit pas forcément. En général, tout l'univers de l'investissement immobilier ne tient pas forcément en un livre, en une heure de conversation ou en une vidéo. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, quand vous allez en cours, vous vous préparez pour le contrôle ou l'examen final. Quand vous vous entraînez, vous vous préparez pour la compétition. Quand vous êtes même au travail, on vous forme dans le but d'être embauché. À combien plus forte raison devriez-vous investir dans une formation qui pourrait changer le cours de votre vie? Pour information, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous recevrez du très bon contenu tous les dimanches orienté mindset et immobilier. Ce serait déjà un bon point de départ pour se former. Troisième croyance au niveau de l'argent qui nous empêche d'investir dans l'immobilier, c'est de penser que c'est trop cher. Ou alors de compenser notre connaissance par des croyances prises pour acquis. Ou alors de ne pas faire de simples vérifications par des calculs. Je m'explique. À une époque de ma vie,
j'ai moi-même décidé de vérifier toutes les informations que l'on me donnait, car je me suis aperçu que moi-même, je reprenais ou je donnais des informations sans savoir. Exemple, est-ce que tu veux voyager au Canada? Non, 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 c'est trop cher. Ah bon, c'est trop cher? C'est combien? J'ai entendu dire. J'imagine. Je pense. Ou à ce qui paraît. Non, 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 non. Stop, on arrête ça là. Ces données ont été rapportées par qui à l'origine? De quand date l'information? Que voulait dire cher pour cette personne? Et est-ce que tout ça s'appliquait à mon profil? Parce que moi, quand je regarde des billets pour le Canada, même hors saison, ça m'a l'air tout à fait raisonnable. Donc ça veut dire que toutes les fois où j'ai pas regardé parce que je prenais pour acquis que c'était trop cher, j'aurais pu y aller. Exemple de manque de calcul. Vous voyez une chemise achetée qui vous coûterait 50 $ mais qui vous durerait toute une année. Option numéro 1. Option numéro 2, vous voyez une chemise achetée qui vous coûterait seulement 10 $ et qui durerait seulement un mois. Laquelle de ces options vous coûterait le moins cher? Ok, autre cas de figure de manque de calcul. Vous voyez un bâtiment à acheter, un 4 logements qui vous coûterait 1 million $. Votre réflexe c'est de dire quoi? 1 million, c'est trop. Maintenant, on vous dirait que vous savez, après la dépense de toutes les charges et après que les loyers étaient payés par tous les locataires, il vous resterait net dans vos poches 5 000 $. Tout ça pour vous dire qu'il est possible que les choses soient trop chères, mais vérifiez d'abord si ça s'applique à votre situation et pas à celui qui l'a dit jadis. Aussi, n'hésitez pas à faire les calculs, car les choses ne sont pas forcément celles qu'elles paraissent. Donc, n'hésitez pas à faire cet exercice-là. Et dites-vous une chose, si vous avez tout le temps peur des chiffres ou de certains montants, comment voulez-vous faire des grandes choses ou investir? Quatrième croyance sur l'argent qui nous empêche d'investir dans l'immobilier, c'est l'argent de la retraite. Quand j'ai commencé à travailler, je me suis toujours dit que quand j'allais retraiter, ce serait un peu comme une fin heureuse. Une époque où je pourrais profiter de la vie, profiter de ma famille et voyager. On m'a aussi fait comprendre que quand j'allais retraiter, je ne toucherais pas 100% de mon salaire. Comment faire quand votre salaire baisse, mais que votre style de vie est maintenu, pire qu'il peut potentiellement augmenter? On fait comment? Si on pensait plus à la retraite et aussi aux réalités associées qui l'entourent, investir en immobilier n'est pas une mauvaise idée du tout. Exemple, vous achetez un duplex à 600 000 $. Vous faites votre mise de fonds et les locataires que vous mettez dedans vous payent un loyer, donc remboursent votre emprunt. À votre retraite, vous avez fini de payer tout votre emprunt en totalité. Maintenant, quand les locataires vous payent votre loyer, vous avez 4 000 $ net dans votre poche. 4 000 $ net sans compter ce que vous percevez déjà. Franchement, vous n'êtes pas bien là? Je reformule. Vous n'êtes pas millionnaire. Vous n'avez pas de château. Vous n'avez pas de voiture de luxe. Vous avez 4 000 $ net que vous recevez chaque mois dans votre poche, hormis ce que vous touchez déjà. Ça, c'est l'éducation financière. Voici ce que peut faire l'immobilier. La cinquième croyance sur l'argent qui vous empêche d'investir dans l'immobilier, c'est la peur des dettes. On m'a toujours appris que les dettes et les crédits sont vraiment pas bons pour notre situation. D'ailleurs, si on commence à rentrer là-dedans, c'est un cercle infernal dans lequel on ne sort plus et qu'on peut sombrer. Or, Robert Kiyosaki, dans son célèbre ouvrage « Père riche, Père pauvre », dit lui-même qu'il y a des bonnes et des mauvaises dettes. Il recommande justement de faire recours à des crédits et des emprunts pour avoir des bonnes dettes. Si ce n'est pas encore évident pour vous, qu'est-ce qu'une mauvaise dette? Une mauvaise dette, c'est simplement de faire un emprunt ou un crédit pour acheter un bien ou un service qui va vous faire des dépenses mais générer aucune entrée d'argent. Exemple, faire un emprunt pour partir en vacances ou faire un emprunt pour acheter une voiture. On est bien d'accord que sur ces deux exemples-là, il n'y a que des dépenses d'argent mais aucune entrée. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas partir en vacances ni acheter de voiture, je qualifie juste que ces emprunts sont qualifiés de mauvaises dettes. Maintenant, qu'est-ce qu'une bonne dette? Une bonne dette, c'est l'inverse. C'est le simple fait de faire un crédit
ou un emprunt dans le but d'acheter un produit ou un service qui va nous générer un revenu. Exemple, acheter un bien locatif qui va nous générer un cash flow. Ce qui est intéressant dans son approche, c'est que ce système ne le limite en aucun cas, bien au contraire. Il a bien compris le système. Exemple, il achète un bien locatif qui lui génère un cash flow. Grâce à ce cash flow, il peut partir en vacances ou acheter une voiture. Vu que ce système sort concrètement d'un emprunt, donc d'une dette, il arrive à faire en sorte de ne pas payer de taxes là-dessus. C'est incroyable. Si vous avez besoin de plus d'informations par rapport à cela, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un fiscaliste ou d'un comptable qui vous donnera les termes et les modalités en fonction de votre région, de votre ville ou alors de votre pays. Voici les 5 croyances que je voulais partager avec vous. Et c'est important de le savoir car ça peut faire la différence entre se lancer ou non, ou même sur la motivation. En tout cas, c'était le cas pour moi. Donc n'hésitez pas à vérifier tout ce que l'on vous a appris par cœur, car certains principes ne s'appliquent pas forcément à vous ou à votre cas, et ça peut être le début de quelque chose de grand. Et pensez aussi à votre futur. Pas besoin de château ou d'1 million sur compte ou de voiture de luxe, mais retraité possiblement avant 65 ans et sans stress grâce à l'éducation financière. Qui dit non? Est-ce que vous aussi vous aviez des croyances que vous avez vérifiées pour réaliser qu'ils ne s'appliquaient pas à vous et qu'ils vous ont plutôt desservi? Si oui, dites-moi dans les commentaires, ça me ferait plaisir d'échanger là-dessus. En attendant, je vous souhaite de passer du bon temps de qualité avec tous ceux que vous aimez. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et la partager à tous vos amis. À très bientôt.